Première question, toujours un peu compliquée, est-ce qu'on peut se dire à ce stade de la journée du 10 septembre que ça a marché, pris, je ne sais pas le mot que tu Alors, veux. c'est compliqué de répondre. Ouais. En fait, ça dépend ce qu'on regarde. Le mot d'ordre de départ, c'était de tout bloquer. Donc, à cet égard, on peut considérer que ça n'a pas marché. Ça ne fonctionne pas, le pays n'est pas bloqué, le pays n'est pas complètement à l'arrêt. En même temps, il faut dire à la décharge des gens qui se mobilisent que quand tu regardes l'histoire du pays en 60 ans, il n'y a eu que 2 occasions au cours desquelles on a paralysé le pays, ou en tout cas paralysé durablement l'activité économique. C'était en mai 68, où tu avais 7 millions de grévistes, et en décembre, à l'hiver 95, tu sais, contre le plan néolibéral d'Alain Juppé. Donc ça n'arrive pas souvent quand même qu'on bloque le pays. Donc là, la barre a été placée quand même très très haut. Donc il n'y a évidemment pas de blocage généralisé. En revanche, ce qu'on voit, et ce qui je trouve est assez spectaculaire, c'est qu'il y a une prolifération de petites actions de blocage un peu partout sur le territoire, plusieurs centaines a priori. Mais que le problème, c'est que les gens qui bloquent, ils ne sont pas très nombreux. En réalité, même s'ils sont très motivés, ils sont quand même pas très nombreux, en tout cas moins nombreux que ce qu'ils espéraient. Et face à eux, ils ont un véritable mur de gendarmes et de policiers. Les 80 000. Ouais, c'est ça, 80. Bah, t'as peut-être déjà rappelé le chiffre, c'est Bruno, le ministre, je sais pas comment est-ce qu'il faut dire, ministre démissionnaire, Bruno Retailleau. C'est ça, ministre de l'Intérieur démissionnaire, mais qui sera probablement reconduit. Donc, futur de nouveau ministre, qui expliquait quelques jours qu'il s'attendait à ce qu'il y ait 100 000 participants dans la journée d'aujourd'hui. Et 80 000 policiers et gendarmes. Donc c'est quasiment un ratio d'un policier pour un participant, ce qui est un truc complètement dingue. Donc, c'est vrai qu'il y a plusieurs endroits où on a vu que les gens avaient tenté de bloquer, finalement ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas assez nombreux, qu'ils avaient du coup changé de braquet. C'est ça, exactement. T'as une espèce de jeu du chat et de la souris qu'on voit un peu partout en France, où t'as effectivement des gens qui débarquent le matin pour bloquer un axe routier, qui se rendent compte que t'as déjà 200 CRS qui les attendent, et donc qui vont essayer de bloquer ailleurs. Mais c'est compliqué de bloquer un pays. Dans le chat, il y a Loulouch qui demande, mais c'est qu'un début de toute façon. Alors après ça c'est compliqué mais en tout cas l'idée de cet appel au 10 septembre, c'était pas évidemment de s'en tenir à cette journée. C'est ce qu'on voit d'ailleurs sur les boucles Telegram, et puis quand on discute avec les gens, ils considèrent qu'aujourd'hui c'est un hors-d'œuvre, qui vont se réunir tous ensemble dès ce soir pour essayer de réfléchir aux actions à mener dans les jours à venir. Donc c'est pas fini, mais en tout cas à l'heure actuelle, force est de constater que le pays n'est pas à l'arrêt, quoi. Tout à fait. Et alors, il y a notamment une deuxième date importante à l'agenda social, c'est celle du 18 septembre. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est et pourquoi celle-ci pourrait aussi être un peu plus organisée, quoi, que celle... En tout cas, clairement plus organisée, c'est sûr. En fait, le 18 septembre, c'est donc une journée d'action qui a été appelée par l'intersyndicale, donc c'est toutes les principales centrales syndicales du pays. Qui ne s'étaient pas formées depuis le mouvement des retraites de 2023, donc ça remonte un peu. Et en fait, à l'époque, au moment où la journée d'action est lancée, c'est pour dénoncer le budget Bayrou, le budget austéritaire de François Bayrou. Donc ça rassemble toutes les organisations syndicales. Donc le 18 septembre, en fait, c'est plus large que le budget Bayrou. L'idée, c'est vraiment de lutter contre toutes les politiques austéritaires qui sont menées dans le pays, qui seront probablement menées demain par Sébastien Lecornu comme par François Bayrou hier. Et effectivement, ce qu'on peut dire, c'est que c'est plus organisé, c'est sûr, puisque je ne sais pas si tu l'as déjà rappelé, mais ce mouvement du 10 septembre, sa spécificité, c'est qu'il s'est construit complètement en dehors des organisations syndicales classiques, qui s'est vraiment construit sur les réseaux sociaux, et plus spécifiquement d'ailleurs sur TikTok. Enfin, tout part de TikTok le 14 juillet. Il y a une première vidéo qui sort et en fait ce qui est assez marrant, c'est qu'à l'époque, quand on regarde la vidéo, il n'est pas question de tout bloquer, il est question de s'auto-confiner. En fait, c'est une vidéo où tu as faite par quelqu'un que j'ai interviewé d'ailleurs, qui est pas du tout une militante, qui est une vendeuse dans le sud de la France. Et elle, en fait, ce qu'elle demandait, c'était... Donc, c'est vraiment venu de quelqu'un d'assez inconnu, qui n'avait pas vraiment d'existence médiatique. C'est ça, complètement. C'est pas une influenceuse politique. Non, pas du tout, qui avait ni agenda politique, ni... Enfin, voilà. Et elle, ce qu'elle voulait, c'était qu'on s'auto-confine. Ça veut dire que le 10 septembre, tout le monde reste chez soi. On arrête de participer, entre guillemets, au système. On reste chez soi, on ne va pas à l'école, on ne va pas au travail, on ne consomme pas, voilà. Et en fait, quand j'ai discuté avec cette femme-là, ce qu'elle m'a raconté, c'est que le 10 septembre, ça lui était venu un peu par hasard. Elle avait posé la question de pourquoi cette date. Tout le monde a spéculé là-dessus. En fait, c'est très simple. C'est qu'elle a commencé à faire cette vidéo le 10 juillet. Elle s'est dit qu'il fallait bien laisser 2 mois au pays pour s'organiser, pour s'auto-confiner. Donc voilà, 10 juillet plus 2 mois, ça fait 10 septembre. C'était la rentrée en plus. Et c'était la rentrée, mais elle n'avait même pas vu que le 10 septembre, c'était un mercredi, tu vois. Donc ça commence le 14 juillet. Et là-dessus, évidemment, tu as les annonces de François Bayrou le 15.
c'est qu'il présente les grandes orientations budgétaires pour 2026, parmi lesquelles ça supervisé peut-être de supprimer 2 jours fériés, tout à fait. Ce qui a énervé beaucoup de monde. Et c'est à partir du 15 que ce mot d'ordre du 10, en fait, il se répand vraiment comme une traînée de poudre sur tous les réseaux sociaux, donc sur TikTok, sur X, etc. Et à l'époque, ça part un peu dans tous les sens, et c'est un mot d'ordre qui se politise, mais un peu n'importe comment. C'est que tu as aussi bien d'anciens gilets jaunes qui relayent ce mouvement, ce mot d'ordre. Tu as aussi pas mal de comptes d'extrême droite, faut quand même dire, qui sont à l'époque très actifs, et puis des comptes de gauche, etc., etc. Et en fait, c'est vraiment... à partir de mi-août que le mouvement, il y a une espèce de bascule politique qui s'opère sur les réseaux sociaux, et que en fait tu vois décroître l'influence des mots d'ordre les plus à droite, on va dire, c'est-à-dire à la fois tout ce qui était poujadisme fiscal, souverainisme réac, etc. Et au contraire que tu vois une montée en puissance des mots d'ordre de gauche, radicale. Les slogans type Nicolas qui paye ont disparu. Complètement. En tout cas, ils ont été marginalisés à partir de mi-août. Bon, c'est pas hasard que les riches qui payent maintenant. Ouais, c'est ça. C'est qu'il faut faire payer. Ce qui est mieux. Oui. Voilà, et ça c'est pas hasard, c'est aussi parce que tu as des partis politiques progressistes comme LFI, aussi de PCF et d'autres qui ont toute la gauche a embrayé de toute façon. Clairement, à soutenir le mouvement. Ouais. Et là, on a vu on était donc à Paris notamment avec Aliénor et Sarah, et on voyait qu'il y avait des drapeaux CGT qui étaient aussi présents. Il y avait plusieurs orgas, il y avait aussi la JC, il y avait le NPA, etc. Mais les syndicats sont là, parce qu'on a souvent comparé ce mouvement aux Gilets jaunes, et en rappelant qu'à l'époque, les syndicats, notamment la CGT, avaient des lenteurs au démarrage quand même, avaient regardé ça un peu suspicieux, quand même, avec de la défiance envers le mouvement qui lui-même avait de la défiance envers les syndicats. Et là, on voit que les syndicats embrayent quand même. Même s'ils appellent surtout pour le 18, mais qu'est-ce que ça change, ça, cette mobilisation? Est-ce que là, par exemple, il y a des piquets de grève? Alors après c'est compliqué à mesurer, mais effectivement, c'est ça. T'as raison de rappeler que la grosse différence avec 2018-2019, au moment où éclate le mouvement des Gilets jaunes, c'est que la CGT, en tout cas la direction de la CGT prend ses distances tout de suite avec le mouvement. Et t'as Philippe Martinez, qui à l'époque était le secrétaire général, qui disait il est hors de question que nous on aille manifester avec l'extrême droite. Donc sous-entendu, il y a des éléments peu fréquentables, très peu fréquentables dans le mouvement, mais leur présence suffit à disqualifier l'ensemble du mouvement. Là, on voit que c'est pas du tout ce qui s'est passé, que la CGT a suivi le truc depuis le départ. D'ailleurs, pour la petite histoire, moi, le premier papier que j'ai écrit sur le sujet, c'était le 22 juillet, je crois, et c'est à la suite d'une conversation avec un représentant de la CGT. Tu vois. Qui avait déjà repéré... Moi, je revenais de vacances, j'avais rien suivi, et lui qui me dit, il y a quelque chose qui monte sur les réseaux, regarde un peu autour du 10 septembre, il se passe quelque chose. Donc c'est dire si eux, en fait, dès le départ, ont suivi... Après, par contre, ils voulaient savoir un peu quelle tournure ça allait prendre. Mais c'est vrai que la CGT a soutenu, Solidaire aussi, c'est les 2 seuls syndicats qui soutiennent. La CFDT n'a pas voulu, les autres non plus, mais en tout cas CGT et Solidaire soutiennent. Et on a vu aujourd'hui déjà des répercussions sur le terrain, c'est-à-dire qu'il y a quand même, moi je trouve, pas mal de militants syndicaux qui sont sur place, qui participent au blocage. On voit, tu vois, des drapeaux rouges, des drapeaux syndicaux. Là où c'est plus compliqué à mesurer, en revanche, c'est sur les grèves, tu sais. Je discutais hier avec quelqu'un de la CGT qui me disait qu'ils avaient recensé 850 appel à la grève sur tout le territoire, ce qui n'est pas rien. Effectivement pas dans tous les secteurs, c'est beaucoup dans le secteur de l'énergie, notamment les raffineries, dans les transports en commun, un peu dans le commerce, etc. Bon, à l'heure actuelle, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas énormément de grèves, en fait, a priori. Dans les raffineries, j'ai pas l'impression qu'il se passe grand-chose. Sauf, à moins que j'ai pas tout vu, mais je crois pas. Dans les transports, il y a un peu, mais c'est pas non plus massif. Bon, voilà, on est loin d'une grève générale. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que les syndicats en tout cas 2 syndicats ont décidé de suivre le mouvement. On rejoint ce que tu disais au début sur la question un peu épineuse du flou des modes d'action. C'est-à-dire que tu parlais effectivement du fait de la question de l'autoconfinement, mais même après, il me semble qu'il y a eu des appels aussi à faire la grève de la consommation, c'est-à-dire juste à décaler le jour des courses, quoi, en gros, c'est ça. À ne payer qu'en argent liquide et pas retirer pas l'argent des banques. Tout ça, on sent que ça part un peu dans tous les sens, c'est qu'il y a un manque de répertoire de lutte, en fait, chez des gens qui sont pas précisément syndiqués ou politisés. Ouais, c'est ça. C'est vrai, quand tu faisais la liste de tous les modes d'action, tu avais des gens qui parlaient effectivement de la grève de la carte bleue, et puis tu avais des mots d'ordre qui relevaient plus de l'action directe, tu vois, où sur les boucles, ils recensaient les data centers qu'il allait falloir cibler, les axes autoroutiers, les entreprises stratégiques, etc. Mais c'est vrai que ce qui est notable, c'est qu'il y a une forme, à mon avis, si ce n'est de défiance, en tout cas de lassitude ou de ras-le-bol à l'égard, tu sais, des organisations syndicales et surtout du répertoire d'action classique, c'est-à-dire en gros
tu sais, la journée de mobilisation traditionnelle, c'est-à-dire où tous les syndicats appellent les gens à descendre dans les rues, et puis on essaie d'être très nombreux, on marche entre République et Nation, et puis la fois d'après, on essaie d'être encore plus nombreux, et puis on espère que le gouvernement finisse par reculer devant la masse. Bon, ça, c'est vrai que c'est un mode d'action qui est majoritairement rejeté par les gens qui ont appelé aujourd'hui. Moi, je voyais dans les boucles Telegram où les gens essayaient de s'organiser, passer des phrases du genre les manifs, ça sert à rien, faut arrêter, de toute façon, le gouvernement s'en contrefiche. Ouais. Donc, on bloque tout ce mot d'ordre de tout bloquer. Oui, c'est ça, parce que tu as le rappel de. Tu parlais du mouvement des retraites tout à l'heure, c'était un mouvement qui était majoritaire dans le pays. C'est-à-dire qu'il y a une majorité de gens qui étaient contre. Ouais. Tout le monde n'était pas dans la rue, mais en tout cas, une majorité des Français soutenaient les mobilisations. Ouais. L'intersyndicale parlait d'une seule voix. Ouais. Et pourtant, malgré 70%, je crois, des Français qui étaient... Ça a fluctué entre 65 et 75% des Français qui étaient contre. Ouais. Et Macron a quand même passé sa réforme. Et donc, ça a créé une déception, clairement. Et c'est vrai que ce qui a manqué en 2023, mais y compris de l'avis même des gens qui ont organisé le mouvement social à l'époque. Il y avait énormément de gens dans les rues. Il y a eu plusieurs millions de personnes qui sont descendues. Bon, c'est pas si facile que ça, quand même, de faire descendre 2 millions de personnes dans les rues. Donc, ça veut dire faire grève. Enfin, c'est des jours en semaine, ça veut dire faire grève. Ça veut dire effectivement faire grève ou poser une journée de VRTT. Donc évidemment que c'était... À cet égard-là, c'était réussi. Après, ce qui a manqué, c'est la grève, en fait. Si tu veux, l'ingrédient qui a manqué en 2023, et encore une fois, de l'avis même de ceux qui l'ont organisé, c'est qu'ils n'ont pas réussi à créer vraiment des mouvements de grève massifs. En gros, cette idée que pour faire reculer un gouvernement, il faut bloquer l'économie, et donc, pour parler comme un vieux marxiste, frapper le capital au portefeuille. Tout à fait. On parle jamais comme des vieux marxistes. Ça ne nous arrive jamais. Non, c'est pas le style de la maison. C'est évidemment quelque chose qui est présent, tu vois. Bon, c'est présent dans l'imaginaire aussi syndical français depuis le 19e siècle. L'idée de la grève générale, c'est quand même quelque chose qui est très présent. Mm-hmm. Mais en pratique, c'est très compliqué à réaliser. C'est encore plus compliqué à réaliser aujourd'hui qu'il y a 30 ans, puisque pour plein de raisons, parce que le salariat est plus éclaté, puisque les syndicats sont aussi en perte de vitesse dans ce qu'on appelait leur bastion. Voilà. Et puis parce qu'il y a des gens qui considèrent que quand ils sont payés 1 600 € par mois, perdre une journée pour faire grève, c'est compliqué. En perdre 2 ou 3, c'est encore plus dur. Donc voilà, il y a plein de raisons qui expliquent que c'est très compliqué de faire grève aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est vrai qu'en 2023, il y avait beaucoup de gens dans les rues, mais en fait, un niveau de conflictualité dans les boîtes qui était assez faible. Ouais. Ok. Je voulais vous conseiller au chat en même temps cet entretien qui a été publié dans le journal de ce matin et sur le web aussi, avec Laurent Fragerman, je sais pas comment ça se prononce. Fragerman, donc socio-historien, qui nous parle justement des limites et de son analyse du mouvement du Bloc-on-Tout et ce qu'on se disait tout à l'heure sur les modes d'action un peu, on va dire... hétéroclite, dirons-nous. Ouais. Voilà. Mais qui témoigne, enfin, encore une fois, moi je trouve que ça témoigne en fait, souvent on a dit, on va vous mettre l'entretien dans le chat, je pense, à la modération, mais on a souvent dit que le mouvement des Gilets jaunes était le miroir de la politique d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire Emmanuel Macron a voulu se passer des corps intermédiaires, mépriser les partis politiques en construisant un parti qui est une coquille vide à son nom, et il récolte un mouvement qui lui-même méprise les partis et les corps intermédiaires, et qui est aussi confus finalement que, même si c'est un peu clarifié, structuré ensuite, mais qui partait aussi confus que le confusionnisme que lui-même engendrait. Et est-ce que là, qu'est-ce qu'on pourrait conclure de ce mouvement-là qui aussi témoigne d'un sentiment d'injustice énorme et en même temps qu'est-ce qu'on fait, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Non, mais t'as tout dit, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que la colère, elle est là. Je veux dire, la colère sur laquelle s'est enraciné ce mouvement, elle est là. On la mesure encore. On fait un peu d'autopub, mais il y a un sondage qui va sortir demain jeudi, dans l'Humanité Magazine. Tout à fait. Qui essaie de dresser un peu un portrait robot de cette France en colère, et qui te montre que tu as 51% quand tu demandes aux gens leur regard sur la situation économique et sociale, tu as 51% des gens qui te disent on est en colère. Donc c'est vraiment l'indignation qui domine, et la résignation arrive très très loin derrière. Je crois qu'on est autour de 32%. Et 51%, c'est les plus hauts niveaux qu'on enregistre depuis l'arrivée au pouvoir de Macron en 2017. Donc c'est quand même pas rien. Ce que les gens te disent, c'est qu'ils n'en peuvent plus des fins de mois difficiles, de la crise des institutions comme l'école et l'hôpital public, et de l'injustice fiscale.
Je crois que ça avait ruisselé, que tout le monde allait mieux. Ouais, mais ça s'est bloqué quelque part. Ah mince. Le ruissellement, c'est bloqué. Et donc, du coup, c'est vraiment donc, c'est sur des bases en plus très, très économiques et très sociales que cette colère prend. Mais après, tout le problème, effectivement, c'est comment est-ce que tu t'exprimes, comment est-ce que tu l'organises. Et c'est vrai que je pense que chez plein de gens, il y a une forme de... un mélange de colère et peut-être un sentiment d'impuissance aussi. Parce que mine de rien, ça fait quand même des années et des années qu'on se mobilise. Il y a quand même eu beaucoup de mouvements sociaux depuis 95. Et qu'en réalité, c'est des mouvements sociaux qui peinent à obtenir vraiment quelque chose. Bon, c'est aussi parce qu'en face, tu as un pouvoir qui est droit dans ses bottes et qui considère qu'il n'a plus envie de négocier, quoi. Clairement, tu vois, c'est ça qui change aussi la donne. Là, tu vois bien le gouvernement... il est hors de... on n'imaginait pas 2 secondes le gouvernement retirer le budget, par exemple, de son budget, quoi. Oui. Ça paraissait... Oui, ça c'est ce que je voulais changer. C'est que croire que l'interlocuteur du dialogue social est capable de lâcher des choses, ça n'existe plus maintenant, en fait. Eh ben c'est ça. C'est-à-dire que le dialogue social tel qu'il s'est construit en France quand même pendant des années, aujourd'hui, il est inopérant parce que tu n'as plus personne avec lesquels discuter. Tu peux toujours te mettre autour d'une table, mais au final, il en sortira malheureusement pas grand-chose. Donc, est-ce que c'est vrai uniquement du gouvernement, ou est-ce que le patronat, le MEDEF, est dans cette même optique-là, ou est-ce que le MEDEF est quand même plus prompt à négocier que le gouvernement ? Non. Sur le plan, ils sont prompts à négocier des choses catégorielles, tu vois, ou à lâcher quelques broutilles, mais sur le plan national, tu vois qu'il y a quand même, encore une fois, pour reparler comme un vieux marxiste, une bourgeoisie qui est extrêmement aujourd'hui rétive à la négociation. Ils considèrent qu'ils sont en position de force. Et qu'ils sont prêts à rien lâcher. On a vu, il y avait des discussions il n'y a pas longtemps sur la réforme des retraites. Tu sais, ce qu'on appelait le conclave des retraites. C'était un truc inventé par François Bayrou pour essayer de rallier à lui le Parti socialiste, d'ailleurs. Très, très papal. Effectivement, très, très catholique de Saint-François. Martyr de l'austérité, qui consistait en gros à mettre tout le monde autour d'une table. Donc tu avais tous les syndicats, les organisations patronales autour d'une table pour discuter aimablement de la réforme des retraites, pour voir un peu comment ce qu'on pouvait sauver de cette réforme. Ça n'a débouché sur rien du tout. Et ce qui est assez frappant, c'est que quand tu regardais un peu comment fonctionnait ce conclave, la CGT et Force ouvrière ont rapidement décidé de claquer la porte, mais la CFDT et d'autres syndicats, eux, sont restés. Ils étaient vraiment prêts à négocier sur énormément de choses, tu vois. Donc en fait, les syndicats, eux, en tout cas ces syndicats-là, sont tout à fait disposés à discuter, mais en face, ils se sont heurtés à un mur. Et le MEDEF avait commencé les discussions en disant nous, on lâchera sur rien du tout, mais à la fin, ils n'ont lâché sur rien. Donc ça rend les choses un peu compliquées. Et pour rester sur cette question des syndicats, est-ce que tu penses que la jonction entre le 10 et le 18 est jouable ? C'est-à-dire que on voit bien qu'il y a des syndicats qui sont déjà présents au 10, donc qui seront toujours là le 18, ça, il n'y a pas trop de doute. Mais est-ce que chez les gens qui ont précisément partent avec un a priori négatif vis-à-vis des syndicats, qui ont peut-être croisé des syndicalistes dans leurs actions, est-ce qu'il y a une jonction possible ? Et le constat peut-être aussi d'échec relatif du fait qu'on ne peut pas bloquer le pays spontanément comme ça, en partant dans tous les sens, et qu'il faut quelqu'un pour l'organiser et des modes d'action un peu plus clairs. Est-ce que ça peut être une force pour le 18, ça ? C'est une bonne question à laquelle évidemment je ne sais pas répondre. En revanche, ce qui est sûr, c'est que je pense que si la CGT et Solidaire s'étaient pas mobilisées aujourd'hui, je pense que cette jonction elle aurait été encore plus compliquée, clairement. C'est-à-dire que... Parce qu'il y aurait eu une espèce de dialogue de sourds. Et ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils se seraient regardés en chien de faïence et la jonction était totalement impossible. Là, de ce que j'ai pu constater un peu, je regarde ça de loin sur le terrain et puis avec tout ce que nous remontent les journalistes de l'UMA, c'est qu'il y a quand même une jonction qui s'opère aujourd'hui. Après, c'est pas très massif, mais voilà, il se passe quelque chose. Et on verra ce que ça va donner le 18 septembre. Faut rappeler quand même que bloquer le pays, comme tu le disais, de toute façon, ça reste très compliqué. Y compris s'il y a l'intersyndicale. Et c'est ça, c'est-à-dire qu'en 2023, tu sais, tu as eu un énorme mouvement social contre la réforme des retraites, avec des millions de personnes dans les rues. Et le 7 mars 2023, c'est une date particulière, où là, toute l'intersyndicale au grand complet avait décidé de mettre le pays à l'arrêt. Pour essayer de faire, tu sais, entrer la mobilisation dans autre chose. Bon, et le 7 mars 2023, il y a eu des manifestations monstres. Je crois que tu avais 2 millions de personnes selon la CGT. Même le ministère de l'Intérieur avait été obligé de reconnaître qu'il y avait au moins 1 million de personnes dans les rues. Mais le pays n'a pas été bloqué pour autant. Tu vois, il y a eu des perturbations dans les transports en commun, un peu dans l'énergie, mais on était quand même très très loin d'un pays à l'arrêt. Donc tu te vois que même quand toute l'intersyndicale au complet, donc ce sont quand même des gens qui ont l'habitude d'organiser les mouvements sociaux, échouent à bloquer le pays, on comprend que c'est pas évidemment le mouvement du 10 septembre qui pouvait y arriver.
Oui, c'est sûr. D'ailleurs, c'est quelque chose, donc je remets l'entretien, c'est ce que nous me disait Laurent Fragerman, il disait, donc le fameux date du 7 mars, là, ça n'a pas pris. Ah oui. L'incantation de la grève générale est une chimère, il nous dit, lui, les organisations syndicales devront trouver un équilibre entre une journée par semaine et le mythe de la grève reconductible. Donc la grève reconductible, c'est on arrête un jour et puis ça on continue. Prolonge, ça c'est 68, quoi. C'est exactement, c'est mai 68, ouais. Oui, et en même temps, mais c'est ce qui est très compliqué en même temps. C'est pour ça que moi je trouvais intéressant, cette journée d'aujourd'hui qu'il ne faut pas condamner, puisqu'on n'est que 14h et quelques. Donc, oui, bien sûr. Et déjà, il y a une aujourd'hui, déjà il s'est passé quelque chose, il se passe quelque chose. Il y a des gens dans les rues. Puis ce mot d'ordre du bloquons tout, il est quand même intéressant. Parce qu'il y a quand même cette idée que il faut d'une façon ou d'une autre arrêter les flux de l'économie pour obtenir une réponse en face. Bon. Donc c'est déjà ça, tu vois. Et j'imagine quand même que toute l'effervescence qui s'est créée, toutes les discussions qui ont eu lieu, je veux dire, un mouvement quel qu'il soit, c'est toujours un lieu de politisation. Donc ça veut dire que quelle que soit l'issue de la journée d'aujourd'hui, je pense qu'il y a des gens qui ont participé, qui ont recommencé à discuter ensemble, à réfléchir à ce qu'on pouvait faire. Et donc ça, c'est pas perdu. Donc, oui, d'ailleurs, ce qui montre que l'appel à s'auto-confiner du départ, ça aurait été chacun chez soi, absolument aucun dialogue. C'est la version atomisée du mouvement social. Exactement. Peut-être aussi rappeler, parce que c'est pas forcément très joyeux, mais il faut quand même rappeler que le taux de syndicalisation en France, c'est aussi une limite. Tout à fait. Rappelle-nous les chiffres. C'est moins de 10%, mais j'ai peur de dire une bêtise. Mais c'est un peu plus dans le public que dans le privé. Alors c'est quand même plus dans le public que dans le privé. Mais c'est vrai qu'il y a un taux de syndicalisation, de mémoire, en dessous de 10%, qui est très faible. Et comparé à des pays voisins aussi comme l'Allemagne ou la Suisse. Effectivement. Alors après, tu as des pays, tu sais, on compare toujours avec les pays du Nord, nordique où c'est compliqué parce que là, tu es vraiment dans une forme de ce qu'on appelle le syndicalisme de service, où en gros, le fait d'adhérer à un syndicat permet d'accéder toute une série de services. Tu as intérêt à être. Directement intérêt à y être, même pour des raisons financières. Ce qui n'est pas du tout le cas, ce qui est différent, ce qui n'est pas tout à fait le cas en France. Mais c'est vrai qu'il y a plein d'obstacles à une mobilisation de masse. L'éclatement des collectifs de travail. Tu vois. Tu regardes mai 68, à l'époque, tu avais encore ce qu'on appelait des citadelles ouvrières. Tu vois, tu avais des usines qui employaient 5-6 000 personnes. Et donc, quand tu sais que dans ces usines-là, tu avais quand même un taux de syndicalisation qui est très importante. Les gens qui étaient adhérents à la CGT, souvent, militaient aussi au sein du Parti communiste ou d'autres partis de gauche. Donc, tu avais quand même une classe ouvrière qui était extrêmement organisée, même géographiquement, tu vois. Bon, aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette configuration-là, donc c'est d'autant plus compliqué de rassembler les gens et de bloquer l'activité économique. Il y a quelqu'un qui me reprend, qui me dit version atomisée de la lutte, Internet a été coupé. Alors, non, évidemment qu'il y a des lieux de discussion et de politisation sur Internet, on est bien d'accord, mais c'est pas tout à fait la même chose que de se retrouver en direct sur un piquet de grève. C'est ça. On est quand même sur un rapport humain différent. Et merci Cyprien pour tes éclairages sur le mouvement. De toute façon, on va continuer à suivre ça. Et on aura un de tes collègues, Naïm, en direct depuis Nantes tout à l'heure, puisqu'il a couvert ce matin, ça chauffait pas mal de ce que j'ai compris sur Nantes. Il a pris quelques gaz lacrymogènes. C'est ça. Les gazeuses ont fonctionné, tout à fait.